Donc, on va finir aujourd'hui la classification qu'on avait donc entamée à la dernière séance. Il nous restait donc les différentes classes. Et ensuite, nous allons aborder les biotechnologies et donc le rôle de la bactériologie dans les biotechnologies. Alors voilà donc, nous étions arrêtés la séance dernière sur le fait qu'il n'existe pas de classification officielle. C'est la classification de Bergès qui est donc retenue et acceptée à l'unanimité. Et en fait, cette classification donc va se faire selon deux critères. Est-ce qu'il y a absence ou présence d'une paroi et quelle est la nature de cette paroi? Alors, on va commencer par, donc, il y a donc, selon cette subdivision, nous avons donc 4 divisions. La première qui est donc les gracillicutes qui présentent une peau fine. Donc, ça veut dire qu'ils ont une paroi. C'est des grammes négatifs. Ils présentent différentes formes. Ils peuvent avoir présence ou absence donc de cette gaine donc glycocalyx qui recouvre la paroi. On peut également avoir soit certaines espèces présence ou absence de capsule. Et donc, ils ont un mode de multiplication asexué par sessiparité. Et nous avons donc également par bourgeonnement. Absence d'endospores. Ils ont une mobilité présente, soit par nage, soit par glissement. Et on note quelques-uns qui sont immobiles. Alors donc, le premier groupe, c'est les bactéries qui se multiplient par éclatement ou par scission multiple. Et on a le groupe des pleuropapsales. Nous avons également le groupe des prototrophes qui comprennent 2 classes. Donc, les Anoxyphotobacteria sont les bactéries qui vont assurer la photosynthèse en anaérobiose. Et les oxy, donc ça vous rappelle donc anaérobiose. Oxy en présence d'oxygène. Et la classe des Oxyphotobacteria dont la présence se fait en présence d'oxygène, c'est-à-dire en aérobiose. Et on a donc le groupe des cyanobactéries ou les algues bleu-vert. Nous avons également donc la subdivision des non-prototrophes qui comprennent donc la classe des Scotobacteria. Et là, vous avez donc les 3 groupes qui vont être classés selon donc les exigences et le gradient en oxygène, les aérobies strictes qui ont besoin d'oxygène, les aéro-anaérobies et les anaérobies strictes. Et nous avons également des parasites intracellulaires. Ensuite, nous retrouvons dans cette division les bactéries qui vont présenter des corps fructifiants, c'est-à-dire qui vont ressembler un petit peu aux champignons. C'est pour la raison pour laquelle donc, on leur donne myxospores ou myxobactéries. Donc, ça rappelle un petit peu l'évolution vers les champignons, mycologie. Nous avons également les bactéries qui présentent une forme hélicoïdale, donc le groupe des spirochètes, et les parasites intracellulaires, c'est-à-dire qu'ils ne vivent qu'à l'intérieur de la cellule hôte, et nous avons donc les rickettsia et les chlamydia. La deuxième division regroupe un peu les firmicutes, dont la peau est dure, et dans ce cas, nous sommes en présence des grammes plus, donc présence de parois, multiplication par sessiparité, et ils sont essentiellement des chimiotrophes. Donc, ils comprennent 2 classes, les Firmibacteria, donc c'est les bactéries qui sporulent, et celles qui ne sporulent pas. Et les Talobacteria, c'est les bactéries donc, qui vont avoir une forme de thalle, c'est-à-dire que ça ressemble un petit peu au talophyte, et ça regroupe le groupe des actinomycètes et les formes qui leur sont proches. La troisième division, les ténéricutes, la peau elle est tendre, c'est-à-dire absence de parois. Nous avons uniquement une membrane plasmique unitaire avec différentes formes, donc elles sont polymorphes, et où nous avons donc la classe des molécutes et des mycoplasmes. Donc, c'est des bactéries qui exigent des milieux assez complexes pour se multiplier. Donc, ils pénètrent dans les milieux solides pour former des colonies caractéristiques qu'on appelle des œufs frits, et on va voir ça sur les photos. Ces bactéries résistent aux bêta-lactamines, puisqu'on a vu, lorsqu'on a traité la biosynthèse du peptidoglycane, les bêta-lactamines
donc elles réagissaient donc au niveau de façon spécifique au niveau de la paroi. Et comme ces bactéries ne possèdent pas de paroi, donc il n'y a aucune sensibilité à cette classe d'antibiotiques. Donc la différenciation des espèces sur la base de leur exigence et ou non en cholestérol et en acides gras à longue chaîne. Donc on peut différencier les différentes espèces de ce genre en se basant sur présence ou absence du cholestérol au niveau de la membrane plasmique et la composition en acides gras au niveau donc de leur membrane. Alors on peut trouver les saprophytes, les parasites ou les pathogènes. Dernière division qui est donc les mandocycutes. La peau elle est défectueuse, mais l'origine elle est ancestrale. Donc ça va rappeler un petit peu archéo, c'est ancien. Donc on a donc une paroi spéciale qui est donc la pseudomuramine ou pseudo-peptidoglycane. Ils sont polymorphes, ils peuvent être grammes plus ou grammes moins. Absence d'endospores. Ils sont aérobies strictes, quelquefois on trouve des anaérobies. Et on peut trouver également soit mobiles, soit flagellés, avec différents habitats et différents métabolismes. Alors, dans ce groupe, on retrouve les bactéries du méthane, les bactéries halophiles qui supportent donc des concentrations très élevées en sel, les thermoacidophiles qui donc supportent les températures et les milieux acides. Donc, on les trouve essentiellement dans des milieux extrêmes. Et là, on retrouve donc, ça regroupe le groupe des archéobactéries et essentiellement la classe archéobactérien. Alors maintenant, on va voir donc ces différentes classes qu'on vient de voir une par une. Et on aura retenu un petit peu les plus importants caractères qui différencient ces classes. Alors, au niveau donc de ces gracilicutes, nous avons donc les myxobactéries. Donc, myxo, ça rappelle un petit peu donc les fructifications des champignons, d'où le nom de mie. Nous avons l'ordre des myxococcales qui contient pratiquement 12 espèces. Donc, c'est des bactéries unicellulaires, gram-négatifs. Ils sont donc en bâtonnets entre 3 à 6 micromètres à des bouts arrondis ou des extrémités effilées. Ils présentent des fructifications et produisent des myxospores dont la taille et la forme vont jouer un rôle important dans la taxonomie. Et là aussi, leur classification va se faire sur la base de l'ARN ribosomal 16S. Donc, rappelez-vous de cet ARN au niveau de la petite sous-unité, qui est donc un bon chronomètre de l'évolution au niveau des cellules prokaryotes. Et en fait, ils vont faire l'objet de plusieurs recherches comme modèle d'étude des mécanismes de développement. Et on a un cycle de développement qui est assez complexe. Donc voilà, vous avez cette fructification qui va ressembler un petit peu aux sporanges au niveau des champignons. Donc voilà, ça caractérise un petit peu donc les myxobactéries avec donc cette forme pédonculée bacillaire et flagellée. Nous avons également donc cette composition donc filamenteuse de ces bactéries qui ressemble un petit peu à la composition filamenteuse donc du mycélium des champignons, et c'est ce qui leur donne, donc c'est ce qui leur vaut le nom de myxobactéries. Donc ici vous avez des colonies qui sont un petit peu sous forme rhizoïde, et donc c'est assez reconnu et c'est identifié facilement. Nous avons également les spirochètes. Donc les spirochètes, donc rappelez-vous, il faut toujours retenir donc avec le préfixe, ce qui donne donc le nom au groupe, c'est spire. Donc c'est une forme hélicoïdale de ce type de bactéries. Donc nous avons essentiellement des grammes moins. Ils possèdent de longs filaments axiaux entre la paroi et la membrane externe. Et donc la structure et la chimie sont identiques aux flagelles et ont un diamètre de 18 nanomètres. Et ils ont une mobilité et une rapidité exceptionnelles dans les milieux visqueux. Et ce sont des bactéries intracellulaires, donc parasites des animaux et de l'homme, et qui transmettent donc la maladie qui est connue, qui est la syphilis. Pardon, et c'est une bactérie, donc une maladie sexuellement transmissible, donc une MST.
Ils sont responsables de pathologies graves et mortelles qui restent des fois difficiles à diagnostiquer car ils présentent des symptômes variables et qui restent peu spécifiques également. Donc, nous avons cette forme de spire de ces bactéries, donc en microscopie optique. Vous avez donc ces hématies et qui sont donc la contamination au niveau du sang. Ici, c'est la coupe transversale, donc le noyau avec le flagelle axial. Donc ici, on le voit, donc vous avez votre spire, vous avez l'enveloppe, vous avez donc ici donc les différents mésosomes, le noyau, l'enveloppe de la membrane cytoplasmique, etc. Alors ici, donc, les différents flagelles en coupe transversale, avec donc la particularité de la présence du peptidoglycane chez les cellules prokaryotes et une membrane externe et une membrane cytoplasmique. Donc, nous avons également, en plus, donc, nous avons cité les spirochètes et les rickettsia. Donc, c'est des bactéries intracellulaires. Ils sont de petite taille, donc environ 300 nanomètres. Ils sont non colorables au gramme, par contre, colorables à la coloration de GMSA et qui donnent donc l'équivalent des grammes moins. Ils ont un temps de génération, donc c'est ces valeurs-là qui sont importantes. Vous allez donc prendre connaissance dans le cours de nutrition et de métabolisme. Donc, vous avez un temps de génération de 8 à 10 heures, c'est-à-dire la bactérie, elle met 8 à 10 heures pour doubler sa population et un temps de croissance optimale, température de croissance optimale de 32 à 35 degrés. Donc, c'est des bactéries intracellulaires obligatoires. Elles vivent dans le cytoplasme des cellules eucaryotes et ça peut être des parasites des animaux et de l'homme, entraînant les maladies qu'on appelle les rickettsioses. Ils sont véhiculés par des arthropodes comme les tiques, les poux, etc. Donc, la pathologie la plus sévère est la maladie du typhus exanthématique qui entraîne le coma et la mort. Donc, l'infection peut être généralisée, entraînant la fièvre, des souffrances des organes, des éruptions hémorragiques par l'atteinte des vaisseaux de la peau. Donc, vous voyez un petit peu que l'importance de la bactériologie réside un petit peu dans les pathologies qu'elles entraînent, ces bactéries donc pathogènes, avec donc au niveau aussi bien au niveau de l'homme, au niveau des végétaux ou au niveau des animaux. Donc, vous avez ces rickettsia, donc vous avez la cellule eucaryote, vous avez ici donc votre noyau, la membrane plasmique et vous avez donc ces bactéries donc, qui envahissent l'intérieur de la cellule et qui vivent dans le cytoplasme. Nous avons également les chlamydiés. Les chlamydiés, ils ont un cycle de développement qui va impliquer deux formes différentes, un corps élémentaire et des corps réticulés. Là aussi, c'est des parasites intracellulaires obligatoires dans le cytoplasme des cellules eucaryotes. Donc, vous avez vu, avant donc de finaliser par les biotechnologies, on finit un petit peu par l'impact sur la santé animale, humaine, etc. Et on voit donc qu'est-ce que ça peut entraîner au niveau donc des cellules eucaryotes. Donc, c'est des parasites obligatoires des cellules eucaryotes. Ils vivent à l'intérieur du cytoplasme. Donc, ils peuvent donc parasiter des animaux et de l'homme. Les espèces les plus connues infectent donc les mammifères, les oiseaux et les amibes. Dans les trois principales infections de l'homme, donc Chlamydia trachomatis, donc qui est responsable du trachome, des yeux et des maladies sexuellement transmissibles. Donc la maman, quand elle porte cette bactérie et qu'elle est enceinte, donc elle a transmis à son bébé à la naissance, qui va entraîner donc une cécité des yeux, et donc le trachome des yeux. Et au niveau des adultes, vous avez donc des maladies sexuellement transmissibles. Il peut également, donc l'autre genre qui est donc Chlamydia pneumoniae, qui est responsable donc des pneumonies, donc des infections des bronches et des poumons. Et vous avez donc le Chlamydia psittaci, qui est responsable des psittacoses. Et ça se trouve essentiellement chez les éleveurs d'oiseaux, donc ça se transmet par les oiseaux. Donc, des fois, ça peut être bénin et des fois, ça peut être mortel. Alors, voilà, vous avez le cycle de vie de chlamydia. Donc, vous avez deux types un corps, pardon. Donc, ici, nous avons donc pénètre à l'intérieur de la cellule, va se diviser en corps élémentaire, donc va se
continuer à maturité, éclater et va libérer donc des corps élémentaires. Alors ici, donc, au niveau de la cellule transformation, à l'avantage, le noyau, à l'avantage donc de la bactérie, qui va entraîner la réplication et qui va donc complètement transformer la cellule, et il va y avoir une lyse et éclatement donc de la cellule et la libération de nouvelles bactéries. Donc voilà, nous avons donc essentiellement donc corps élémentaire et donc les cellules qui vont donc entraîner, donc qui vont pénétrer au niveau de la cellule hôte, c'est-à-dire la cellule eucaryote, et qui va donc se multiplier au niveau donc du cytoplasme en détournant le noyau à l'avantage donc de la cellule pathogène, et donc c'est le cycle se reproduit donc de façon continue. Pour la division des... on est toujours dans la division des gracillicus qui comporte le plus de groupes qu'on connaît, qu'on va traiter. Alors, nous avons donc les cyanobactéries. Ce sont des bactéries qui vont assurer la photosynthèse en présence d'oxygène, d'où le nom d'oxyphoto, donc photosynthèse, oxy en présence d'oxygène, bactérien. Donc, c'est les algues bleu-vert. On recense pratiquement environ 150 genres et 7500 espèces. Et ça regroupe donc les cyanophycées. Ils assurent une photosynthèse donc en présence d'oxygène avec production donc d'oxygène de molécules organiques, et ils peuvent également présenter une photosynthèse anoxygénique avec production de soufre pour les bactéries sulfureuses. Elles peuvent également assurer la fixation d'azote pour les végétaux et consomment le carbone organique du milieu. Elles sont apparues il y a 3,8 milliards d'années et comment dirais-je, ils sont responsables des grandes oxydations qui sont à l'origine de l'expansion des formes actuelles de vie sur Terre. Également, elles forment des stromatolithes, ce sont des roches calcaires à l'origine de la désacidification des océans. Donc, vous avez un petit peu cette présentation qui ressemble un petit peu aux algues, mais la composition reste une composition donc prokaryotique avec une paroi qui présente donc les mêmes conditions donc et les mêmes compositions donc peptidoglycales, etc. Et en plus, vous avez donc des pigments chlorophylliens qui vont assurer la photosynthèse. Pardon. Alors, nous avons donc ces cyanobactéries. En fait, une fois qu'ils sont présents dans le milieu, vont entraîner des déséquilibres écologiques qui sont à savoir l'obstruction des systèmes de filtration, la coloration des eaux avec des productions de métabolites qui donnent un mauvais goût à l'eau, et ils peuvent également être responsables de toxicoses graves et mortelles chez les animaux et l'homme. Donc, on en cite quelques-unes. Certaines espèces libèrent des toxines qui sont de puissants poisons naturels dont les antidotes sont encore inconnus. En revanche, certaines espèces présentent des vertus thérapeutiques reconnues, par exemple les bains de boue, la spiruline qui est donc fait l'objet de plusieurs recherches actuellement comme complément alimentaire et qui peut représenter le steak de demain. La deuxième division, les firmicutes, donc on va citer les Talobacteria qui présentent donc un thalle, ça ressemble un petit peu donc à la forme des champignons, et on leur donne donc le nom de actinomycètes. La plupart des espèces sont des saprophytes ou commensales et ils sont des principaux acteurs de la vie du sol comme décomposeurs de la matière organique. Donc, en présence présente de la cellulose, de la chitine au niveau de leur paroi, et cette composition va donc être directement utilisée pour la formation de l'humus. Ils se regroupent en filaments et produisent des endospores pour résister aux conditions défavorables. Donc, filaments qui rappellent un petit peu donc le regroupement du mycélium chez les champignons, d'où le nom de mycète. C'est un groupe qui est à cheval entre les bactéries
par la composition de la paroi et la sensibilité aux antibiotiques, et les champignons, dont la morphologie ressemble donc aux filaments du mycélium qui existent chez les mycomycètes, c'est-à-dire les champignons, mais nous avons donc ces filaments, ils vont se fragmenter en bacilles, c'est-à-dire en bactéries. Au lieu que ça se fragmente en, comment on appelle ça, en articles ou arthrospores, qui sont donc, comment dirais-je, spécifiques des champignons, ils vont se fragmenter en bacilles. Selma et Waxman, donc, en 1940, a découvert que certaines bactéries du sol produisaient de l'actinomycine, qui est donc un antibiotique utilisé pour lutter contre certaines bactéries, et ça lui a valu donc le prix Nobel. Alors, certaines espèces peuvent être pathogènes des animaux et de l'homme, et d'autres ont plutôt un intérêt pharmaceutique du fait qu'il y a donc production d'antibiotiques, de production de composés organiques complexes qu'on utilise donc pour un intérêt médical. Donc, les principaux genres qui sont donc étudiés, c'est Actinomyces, Corynebacterium, Micrococcus, Mycobacterium, Nocardia, Spectromyces, etc. Alors, vous avez donc cette morphologie, cette composition donc du tal, c'est-à-dire les bactéries qui sont regroupées par des filaments et qui s'enchevêtrent les uns sur les autres et donnent cette formation de tal. Donc ici, vous avez première évolution vers une, comment dirais-je, une évolution vers une formation mycélienne. Donc nous avons ici donc un filament, on appelle également une hyphe, et on a donc des cellules bactériennes qui vont donc se lier les unes aux autres. Ici, soit nous avons une présence de cloison, ici nous n'avons pas d'absence de cloison, on a une structure donc qu'on appelle cénocytique. Alors vous avez la fragmentation, donc vous avez vos filaments, et quand ils se fragmentent, ils libèrent donc des bacilles. Donc c'est des bacilles qu'on voit au niveau microscopique. Donc, de la même façon, donc ici, vous avez vos colonies qui vont évoluer vers comment dirais-je, une formation, une rhizoïde. Donc, c'est une apparentée, très apparentée donc aux champignons. Donc, on commence à avoir un aspect poudreux de ces bactéries. Mais au microscope, lorsqu'on prend cette colonie et on l'observe au niveau microscopique, donc on va observer des bacilles. La troisième division, nous avons les molécutes ou les mycoplasmes. Ce sont donc des bactéries qui ne présentent pas de parois et on a recensé un genre avec pratiquement 100 espèces. Ils sont de petite taille, ils sont polymorphes du fait de l'absence de la paroi, avec des extrémités effilées qui peuvent adhérer aux cellules épithéliales. Elles ont été isolées en 1953 et on les nomme les pleuropneumoniae-like organismes PLO, responsables de pathologies humaines comme donc les pneumonies et les MST, qui entraînent donc des urétrites, c'est-à-dire des infections de l'urètre. Depuis les années 80, la classification à partir du ribosome 16 donc, a montré que au niveau des milieux de culture, ces espèces exigent des stérols et nous avons un aspect typique sur les boîtes de pétri qui donne un aspect de plat. En 2007, donc, les travaux sur Mycoplasma genitalium, donc là, c'est les œufs de plat, on va les revoir, a permis donc de donner un nom à cette bactérie qui porte le nom maintenant de Mycoplasma laboratorium, qui a permis de mettre au point un chromosome artificiel de synthèse. Donc, il y a beaucoup d'études qui se font là-dessus. Également, il y a beaucoup d'études qui se font sur le rôle de la paroi sur ces espèces-là, en faisant donc agir un certain nombre d'antibiotiques, de lysozymes sur la paroi, pour donner naissance à des bactéries sans paroi qui sont donc les protoplastes chez les grammes plus et les sphéroplastes chez les grammes moins. Donc ici, au niveau donc, de l'observation
de ces bactéries. Donc, vous avez ici dans votre membrane avec les ribosomes et vous avez l'ADN à l'intérieur, donc cytoplasmique. Ici, donc, vous avez donc la structure de votre cellule mycoplasme avec donc la présence des ribosomes autour du cytoplasme et des ARN solubles à l'intérieur du cytoplasme. Mais la composition de la membrane et, du contenu cytoplasmique est identique donc aux cellules prokaryotes. Donc ici, nous avons l'aspect des œufs frits. Donc on a l'impression que c'est des œufs qu'on met les œufs au plat. Et ici, vous avez donc vos cellules, vos hématies qui sont donc infectées par ces mycoplasmes. Et enfin, nous avons donc les archéobactéries. Donc, c'est les bactéries qui sont donc une pseudo-paroi ou un pseudo-peptidoglycane, mais qui font référence à des bactéries qui sont très, très anciennes. On a donc absence de noyau, la même composition que les prokaryotes. Ces organismes vivent sans oxygène, donc ils tirent leur énergie de molécules inorganiques ou de la lumière. Donc, ils sont identiques aux eucaryotes par les enzymes de réplication, de transcription, de traduction de l'ADN, et ils sont identiques aux bactéries par l'absence d'un tronc au niveau des ARN messagers. Donc, nous avons vu, donc on le rappelle, nous avons vu la différence entre les membranes cytoplasmiques des prokaryotes et des eucaryotes. Donc, nous avons au niveau des archéobactéries les liaisons éthères au niveau de la membrane cytoplasmique. Et au niveau de peptidoglycanes ou pseudo-muréines, nous avons des liaisons bêta-1,3 qui lient les oligosaccharides, le glucosamine et acétylglucosamine, donc muramique. Donc, nous avons essentiellement la particularité que ces espèces existent dans des conditions extrêmes. Donc, on les retrouve dans les sources hydrothermales des océans, les sources chaudes volcaniques, les lacs salés, etc. On a recensé également des espèces commensales qui vivent dans la flore intestinale, le nombre humain, le sol, l'eau de mer, etc. Et pour le moment, on ne connaît pas de forme pathogène ou parasite. Donc voilà, je rappelle un petit peu, donc elles vivent dans des conditions extrêmes. C'est des formes donc qui sont allongées ou effilées. Ils peuvent être également arrondis. Et donc, ce qui les rapproche, les définit essentiellement, c'est donc leur résistance aux conditions extrêmes. Alors là aussi, donc, on a ici, vous avez donc les bactéries, donc une évolution, les archéobactéries. Donc, le monde vivant est composé donc d'eucaryotes, de bactéries qu'on a vu, donc les bactéries classiques, et de bactéries, archéobactéries. Donc, leur composition est la suivante, et vous avez essentiellement donc la présence au niveau de la membrane cytoplasmique, au niveau de la couche phospholipidique, la présence de cholestérol ou de stérol, et vous avez donc également donc au niveau donc de leur peptidoglycane des liaisons bêta-1,3. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec la partie classification que je vais vous déposer sur Moodle ce soir. Et maintenant, on va passer aux biotechnologies et quel est l'impact de tout ce qu'on vient de voir au niveau des applications biotechnologiques. Là, vous allez voir que l'impact est très, très important. Et donc, tout ce qu'on a vu est important au niveau de ce qui va venir maintenant. Alors, nous avons déjà, on va définir qu'est-ce que ça veut dire les biotechnologies. Ensuite, nous allons présenter très rapidement en quoi consistait au niveau traditionnel, comment on appelait au niveau traditionnel ces biotechnologies et aujourd'hui, comment elles ont évolué de par les techniques qui ont donc également évolué, qui ont évolué vers des biotechnologies modernes qu'on appelle les nouvelles biotechnologies. Alors, selon la réglementation européenne, nous avons donc différentes colorations. On a des colorations, donc le domaine des biotechnologies est classé selon la coloration au niveau de la CE. On verra que
pour les États-Unis, le domaine de biotechnologie, il est classé selon donc le secteur, le domaine d'activité. Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'agroalimentaire? Est-ce que donc l'environnement? Donc nous allons voir, par exemple, les biotechnologies vertes regroupent tout ce qui est agricole. Les biotechnologies rouges regroupent tout ce qui est médical. Les biotechnologies blanches regroupent tout ce qui est industriel. Les biotechnologies bleues regroupent tout ce qui a à faire avec l'océan, avec l'espace marin. Et les biotechnologies jaunes, tout ce qui a à faire à l'environnement, la pollution, etc. Ensuite, on finira par les nouvelles techniques qui ont un impact très important sur l'évolution de ces nouvelles biotechnologies. Quels sont les facteurs qui permettent de développer ces biotechnologies? Et enfin, on terminera par la réglementation qui est très importante au niveau de ce domaine parce que l'impact est aussi important au niveau économique qu'au niveau médical. Alors déjà, on va commencer par la définition. Alors, selon l'Organisme de coopération et de développement économique, le CDE, les biotechnologies sont définies comme étant des applications des principes scientifiques et de l'ingénierie. Donc, on doit être doté de moyens scientifiques et de base de l'ingénierie pour arriver à transformer des matériaux par des agents biologiques. Donc, vous avez les agents biologiques, bio, la technologie, la science et l'ingénierie, techno, et enfin, pour produire des biens et des services, grâce à des techniques de bioconversion, c'est-à-dire c'est les agents biologiques qui vont permettre de convertir et de transformer. Et donc, c'est une alliance qui va être entre les sciences des êtres vivants et les techniques nouvelles. Donc, vous avez la microbiologie, la biochimie, la génétique, la biologie moléculaire, etc. Aujourd'hui, cette définition, elle va être restreinte à l'application. Donc, c'est quoi la biotechnologie? C'est l'utilisation du génie génétique et des techniques de transgenèse pour décrypter le patrimoine génétique afin de le modifier pour produire des services et donc des biens et des services. Donc, c'est la découverte de l'ADN avec le développement de la biologie cellulaire et la pharmacochimie qui ont vraiment donné un essor considérable à la biotechnologie puisque les matières primaires et, je dirais, donc, importantes, c'est le génie génétique et les techniques de transgenèse. Alors, vers la fin des années 90, on a vu la naissance de sociétés spécialisées en biotechnologie. Donc, je peux vous renvoyer sur Google et vous pouvez rentrer et découvrir un petit peu, par exemple, la société Amgem, la société Genetech ou Transgène. Et de 2000 à 2010, nous avons eu l'apparition de MGM, qui sont les micro-organismes génétiquement modifiés, et qui sont utilisés dans de nombreux secteurs, mais qui posent également de nombreux problèmes qu'on verra maintenant. Alors, je rappelle un peu la transgenèse. Donc, vous avez une cellule bactérienne qui va porter un plasmide. Ce plasmide va comporter donc un gène qui présente un intérêt. Ce gène, on va donc le soustraire, par exemple, d'une cellule humaine, d'une cellule végétale ou d'une cellule bactérienne. On va le transférer à ce plasmide. Donc, le vecteur, c'est le plasmide, d'où l'intérêt de connaître la composition du plasmide, les propriétés et le rôle des plasmides. Ce plasmide, donc, ce gène va être intégré au plasmide et va être réinoculé à la cellule bactérienne qui va produire en masse la protéine ou la substance donc désirée. Donc là, vous avez l'exemple de la production d'insuline humaine. C'est ce qui explique un peu le prix, la disponibilité de l'insuline sur le marché, le prix qui a baissé et la disponibilité également qui est beaucoup plus offerte au niveau du marché. Alors ici, la même chose. Donc, cette cellule, on va donc identifier donc ce gène qu'on va greffer au plasmide
de la cellule, par exemple, ici nous avons Escherichia coli, on va le greffer, on va le retransférer au niveau donc de cette cellule bactérienne et la bactérie va être capable de produire la protéine qu'on recherche. Alors là, je vous ai pris les photos donc, de ces sociétés qui sont donc un petit peu pionnières en biotechnologie. Vous pouvez donc, si vous voulez enrichir votre documentation, chercher sur Internet et avoir donc voir un peu le rôle, le capital, les productions de ces sociétés. Alors, sur quel plan on va appliquer donc ces biotechnologies? Donc, bien sûr que l'impact, vous allez voir que ces micro-organismes génétiquement modifiés, il va avoir un impact sur l'économie qui est très important. Bon, on peut produire de l'énergie, on peut développer la recherche, on peut développer également le secteur agroalimentaire, c'est-à-dire produire beaucoup plus d'aliments, produire beaucoup plus de médicaments. On peut également les utiliser pour des techniques de dépollution, donc c'est-à-dire dépolluer l'environnement et donc réduire la pollution. Mais toute cette transformation de génome, toutes ces manipulations, il y aura des risques. Hein. Donc des risques qui vont être liés à la manipulation, au nettoyage, à la réparation. Donc tous ces risques-là vont exiger l'évolution d'une réglementation du travail. Parce que les personnes qui seront confrontées à travailler avec ces micro-organismes sont confrontées à des risques. Donc, il faut que la réglementation du travail change pour la protection et la santé des travailleurs. Alors, on va commencer déjà par les biotechnologies traditionnelles. Alors, tout ce qui regroupe les biotechnologies traditionnelles, c'est tous les processus de fermentation qui ont été connus par l'homme depuis des milliers d'années. Alors, donc, ça aussi, donc, c'est des termes qui doivent être, comment dirais-je, immédiats. Leur définition doit être immédiate dans votre mémoire. Il faut revenir aux notions, vous allez les revoir au niveau du métabolisme, de la partie métabolisme, mais c'est des notions que vous avez déjà vues, la fermentation aérobie, anaérobie, la respiration aérobie, anaérobie, la respiration nitratée. Toutes ces notions-là, il faut donc les revoir pour retrouver donc leur définition. Alors déjà, toutes les fermentations vont composer donc ces biotechnologies qui étaient donc utilisées traditionnellement sans qu'on leur donne le nom de biotechnologie et porter le nom donc de fermentation. Dégradation de l'éthanol en présence d'oxygène pour donner donc de l'acide acétique, du vinaigre et de l'eau. Fermentation, donc bien sûr la fermentation, elle est produite grâce à des micro-organismes. Ici, vous avez donc des fermentations en absence d'oxygène, alcooliques. À partir des sucres, les bactéries vont transformer des alcools éthyliques et du CO2 pour produire des boissons alcooliques, le vin, etc. Le vin pour la production du pain, pour la levée du pain. On a également la fermentation lactique, donc c'est la transformation du lait en acide lactique pour tout ce qui concerne les produits laitiers, les fromages, etc. Donc, nous avons ici, de façon très très rapide, un exemple de voie métabolique que vous allez voir de façon beaucoup plus détaillée dans le cours de métabolisme, production d'énergie par fermentation alcoolique. Donc, nous avons ici pratiquement 2 molécules d'ATP qui vont permettre la transformation du glycose en acide pyruvique et de l'éthanol en éthanol. Donc, vous voyez un peu que vous avez besoin des notions de biochimie pour être performant ou pour appliquer un petit peu ces notions de biotechnologie. Fermentation alcoolique pour la production d'alcool. Donc, nous avons ici donc une suspension de levure. C'est des champignons microscopiques qui vont donc dégrader donc, les sucres en alcool. Et vous avez production de gaz. Vous avez la fermentation lactique. Donc, c'est des bactéries, donc les bactéries lactiques, qui vont donc
qui regroupent des anaérobies, des grains positifs, des non-spirulents, des immobiles, etc., et qui vont donc produire à partir du lactose, qui est donc un sucre, pour produire de l'acide lactique. Donc, vous avez le glucose qui va se dégrader grâce à des enzymes, la bêta-galactosidase ou une perméase qui va permettre la pénétration du lactose à l'intérieur de la cellule bactérienne et qui va le scinder en galactose et glucose. Et là, vous connaissez donc le phénomène de glycogène. Glycogène, donc c'est la molécule de réserve. Ici, donc c'est le lactose qui va, par glycolyse, se transformer en acide pyruvique et en acide lactique. Donc là, on a fini un peu quelques exemples de biotechnologie traditionnelle qui regroupent tous les types de fermentation. Nous avons les biotechnologies modernes ou contemporaines qui vont voir le jour avec la découverte de l'ADN et de l'ARN. Donc, vers la fin du XXe siècle, on a donc l'essor important donc, des travaux sur l'ADN et sur les ARN, et on va donc commencer à réaliser des séquençages de plusieurs protéines et de peptides complexes. Également, nous pouvons donc des synthèses à partir d'ADN, de séquences d'ARN, et donc nous avons un peu élargi beaucoup plus le domaine du génie génétique. Et vers la mi-90, nous avons donc commencé à médiatiser la transgenèse, donc c'est des transferts horizontaux donc de gènes d'une cellule à l'autre. Et depuis là, nous avons donc un essor et une expansion en continu de cette discipline. Alors bien sûr que cet essor et cette expansion a entraîné des craintes. Pourquoi? Parce que ces nouvelles biotechnologies qui utilisent donc des agents biologiques et des techniques nouvelles, ils vont entraîner donc des risques sanitaires, environnementaux, géopolitiques et surtout des peurs de dérive et de mésusage. C'est-à-dire, on a peur du mauvais usage de ces transformations génétiques parce qu'on ne maîtrise pas complètement qu'est-ce qui se passe. On n'a pas encore réussi à décrypter entièrement le génome, donc on ne sait pas comment on peut utiliser donc à tort et à des fins donc offensives ces nouvelles technologies. Donc, rappelez-vous un petit peu la guerre biologique, les agents biologiques, tout ça. Donc, ça fait partie de ces craintes. Alors, donc, en Europe, donc, nous avons différents domaines de biotechnologie. En Europe, les industries et les labos, ils ont classé les biotechnologies selon des couleurs, des colorations, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu, vert, bleu, rouge, blanc, jaune, etc. Aux États-Unis, elles ont été classées selon des secteurs, la santé, l'alimentaire et l'industriel. Toutes ces techniques sont basées sur la transgenèse. Donc, cette transgenèse donc, qui présente donc, de nouveaux outils de décryptage du génome et qui permet la création, donc rappelez-vous, la première définition des biotechnologies, c'est la finalité, c'est la création de nouveaux produits, de nouveaux biens, de nouveaux services. Alors, par exemple, on a pu produire des céréales qui présentent donc, grâce à des OGM, organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire on a transgéné des céréales qui vont donner donc de nouveaux caractères, par exemple des résistances à des insectes nuisibles. Donc, par exemple, des céréales qui étaient ravagées par des insectes, on va pouvoir leur intégrer un génome qui va leur permettre de produire, par exemple, des pesticides qui vont entraîner la mort de l'insecte une fois qu'il se posera sur la graine et il sera donc mort automatiquement. Un autre exemple, par exemple des chèvres auxquelles on a transféré des gènes vont présenter par exemple de nouveaux caractères avec un lait qui comporte des fils qui vont donc avoir un intérêt dans le textile. Bien sûr, donc tout ça, ça va donc générer des coûts financiers, des gains financiers très importants. C'est ce qui va également entraîner des conflits économiques, politiques, éthiques, etc. Et donc, il faut breveter l'OGM. C'est-à-dire, il faut, une fois qu'on travaille sur cet organisme qui a été génétiquement modifié,
il faut le breveter. Il faut donc le déposer dans des organismes qui vont être chargés de connaître la nuisance, l'intérêt, l'impact, etc. Alors, selon donc la classification européenne, nous avons donc les biotechnologies qui ont été donc classées en coloration verte, qui regroupe donc tout ce qui est dans le domaine agroalimentaire, les biotechnologies rouges, tout ce qui regroupe la santé, le médical et le pharmaceutique, les biotechnologies blanches, tout ce qui est appliqué au niveau de l'industrie, les biotechnologies bleues, tout ce qui va être donc impacté au niveau donc de l'espace marin, et les biotechnologies jaunes, tout ce qui va avoir un rôle sur l'environnement, sur sa protection et sur sa dépollution. Donc, on va commencer par les biotechnologies vertes. Alors, il faut savoir que c'est un cours qui prend une séance, mais c'est un cours qui peut prendre autant de séances qu'on le souhaite en fonction de l'approfondissement de nos connaissances dans ce domaine, parce que c'est un monde à part et ça peut faire en lui seul un module à part. Donc, tout ce que vous avez ici, c'est des flashs, c'est des mots-clés, c'est des, comment dirais-je, c'est des mots, c'est des rôles importants de différents domaines pour avoir une idée sur les différents domaines biotechnologiques, et à vous d'aller donc renforcer vos connaissances et vous renseigner beaucoup plus, de façon beaucoup plus approfondie. Alors, les biotechnologies vertes, elles ont plusieurs intérêts. D'abord, on les utilise pour diminuer les polluants ou les gaz à effet de serre. On peut également les utiliser pour protéger les ressources en eau. On peut également diminuer donc l'usage des engrais qui contiennent des pesticides et donc de ce fait dépolluer les sols des cultures. On peut également donc donner la capacité aux plantes de produire leurs propres pesticides de façon à devenir résistantes aux insectes ravageurs. Et on peut également donner la capacité aux plantes de capter et de fixer l'azote atmosphérique, et donc elles n'ont plus besoin des racines, par exemple les, les mycorhizes ou les lichens, où ils ont besoin de champignons pour fixer l'azote atmosphérique. On peut intégrer donc des gènes au niveau des plantes et elles peuvent être capables de fixer leur propre azote. Donc, tout ceci va engendrer des craintes dues au fait que les travaux qui sont effectués dans les labos, ils vont se faire au niveau des champs. Et donc, on ne sait pas, on va donc disperser des organismes génétiquement modifiés dans la nature, dans l'air, et on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donc entraîner. Donc, tout ça va alimenter la polémique qui existe déjà sur ces OGM, et on va avoir donc de nouveaux groupements professionnels qui vont apparaître, des ONG, des organisations non gouvernementales comme par exemple Greenpeace, Amis de la Nature, etc. Tous ces gens-là, ils vont se mobiliser pour informer le public sur tout ce qui se fait au niveau de ces OGM. Et donc, je pense que vous suivez un petit peu l'actualité. Vous, de temps en temps, on voit la réaction de Greenpeace, de ces organisations pour être contre la dispersion de ces OGM dans la nature ou dans les océans. Et le rôle principal est d'informer et de façon donc simultanée le public. Alors donc l'amélioration du maïs par donc les tranches jeunesse. Donc vous avez ces plantes de maïs pour donner donc différents maïs de différentes couleurs, différents produits attractifs au niveau commercial. L'impact négatif de ces biotechnologies, il est également multiple. Donc ces plantes qui vont commencer à produire des insecticides, en fait, ils vont le répandre par leurs racines au niveau du sol. Donc on ne sait pas, on va donc contaminer les sols. Nous avons également, du fait de l'application de ces nouvelles plantes, de nombreux insectes vont devenir résistants aux pesticides produits par les plantes génétiquement modifiées. Donc tout ça va présenter un cercle vicieux qui a des conséquences sur la qualité de l'eau
et du sol. Du côté de l'homme, la gestion, c'est-à-dire l'alimentation de ces plantes génétiquement modifiées, elles vont présenter des risques qui vont apparaître plus tard. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'allergies, de toxicité, de résistance aux antibiotiques qui sont liées à ces plantes génétiquement modifiées. Donc, il faut toujours faire attention aux nouveaux produits. Quand plus il est attrayant au niveau commercial, plus il faut faire attention. Donc, le champ de la santé, il reste largement à travailler pour garantir donc l'innocuité de ces organismes génétiquement modifiés. D'où nous voyons la réaction de différents groupements professionnels et des ONG pour informer le consommateur et informer sur les risques éventuels de l'utilisation de ces plantes génétiquement modifiées. Alors là, je vous ai donné également quelques exemples de photos. Si vous voulez vous renseigner donc de façon beaucoup plus approfondie, donc vous avez des pétitions, des gens qui signent des pétitions pour interdire, par exemple, l'utilisation du blé transgénique et donc pour agrandir un petit peu leur champ d'action, parce que vous savez que ces pétitions, quand elles sont... Aujourd'hui, on n'a plus les pétitions, on a les réseaux sociaux qui ont un pouvoir pour changer donc l'usage de ces produits génétiquement modifiés. Alors les faucheurs, ce sont les personnes qui sont comme vous et moi, qui sont donc du public, qui vont aller sur les champs qui utilisent ces OGM et qui vont commencer à détruire ces champs pour dire stop aux OGM parce que vous êtes en train de nous intoxiquer et nous, on veut se protéger. Donc, par exemple, ici, le 6 avril 2018, au niveau du tribunal de première instance, nous avons donc eu le procès OGM caché parce que l'industriel a caché qu'il était en train de fabriquer, de produire au niveau de ces champs des organismes, donc des plantes génétiquement modifiées. Et nous avons eu donc pratiquement le procès de 67 faucheurs contre cet industriel. Dans quelques exemples de gènes de résistance, donc là, on a parlé des problèmes, on a parlé des impacts positifs, et là, on revient un petit peu à notre cours, qui est donc l'utilisation des cellules prokaryotes, et je vais donner quelques bactéries qui sont utilisées pour transférer donc ces gènes de résistance et pour assurer donc des transformations de produits alimentaires. Alors, donc la bactérie Bacillus thuringiensis, BT, est un véritable réservoir de gènes résistance aux insectes. Donc, on a étudié cette bactérie, on a identifié un certain nombre de gènes de résistance, et par exemple, le gène CRIA du bacille, transféré aux cellules de maïs, le maïs devient résistant aux insectes qui sont donc la pyrale de maïs. La pyrale de maïs est un grand ravageur du maïs. Donc, ces cellules végétales vont devenir capables de produire des protéines toxiques pour le tube digestif des pyrales, des insectes, mais non toxiques pour l'homme et les animaux. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'est pas toxique pour l'homme et les animaux, mais on ne connaît pas peut-être l'origine des allergies et l'origine donc des problèmes qui apparaissent de plus en plus au niveau de l'homme. On n'a pas encore mis la relation entre ces maïs transformés génétiquement et donc ces allergies dermiques, respiratoires, etc. On a donc d'autres gènes de résistance qui sont transférés aux plantes. Donc les plantes vont produire des protéines qui bloquent le développement des bactéries. Par exemple, nous avons tout un monde de phytopathologie, les bactéries qui entraînent les altérations des aliments, des fruits, des légumes par des bactéries, par des champignons et des virus. Par exemple, au niveau du melon, de la courgette, on va transférer des gènes qui vont produire des substances toxiques pour ces micro-organismes de façon à protéger donc ces légumes ou ces fruits. Nous avons également des gènes de résistance qui peuvent entraîner une sélection
de variétés de plantes résistantes aux herbicides, par exemple la betterave, le coton, le soja, pommes de terre, etc. Ces gènes de résistance introduits par transgenèse vont faire également entraîner l'apparition de nouvelles caractéristiques, par exemple un meilleur rendement nutritif, une diminution des propriétés allergènes, des caractéristiques gustatives meilleures, une meilleure conservation, un meilleur rendement en matière. Donc, vous avez quelques exemples, par exemple les chips, la purée, etc. Donc, vous avez 3 caractères que nous venons donc de décrire au niveau donc l'impact positif, l'impact négatif et quelques exemples de bactéries utilisées pour transformer quelques aliments. Alors, donc, ici, vous avez donc différentes associations. Si vous voulez rentrer un peu sur Internet et voir un peu l'action de ces associations, donc Greenpeace, agir pour trouver des solutions. C'est le peuple qui agit pour trouver des solutions. Ici, la Fédération française, c'est quelques exemples, il y en a plein de par le monde. Ici, quelques exemples pour voir un petit peu la lutte et le combat de ces associations pour qu'il n'y ait pas d'abus d'usage de ces OGM. Ici, Infogem, c'est pour informer, ça s'appelle une veille citoyenne, c'est pour informer en instantané le public sur les dangers des OGM. Alors, quelques entreprises actives dans ce secteur. Alors, Europabio, donc vous pouvez donc là aussi rentrer et voir un petit peu toutes les associations des bio-industries, des industriels qui travaillent dans ce domaine. Et donc, nous avons, par exemple, selon les chiffres de l'OCDE, en 2015, plus de 50% des grandes cultures de la production mondiale seront à base d'OGM. Pour les biotechnologies rouges ou qui opèrent au niveau dans le secteur médical, là aussi, nous avons donc plusieurs intérêts et nous avons essentiellement donc dans le secteur de la santé, de l'homme, des animaux, dans le secteur vétérinaire. On va donc produire un certain nombre donc de substances, de molécules qui vont être testées comme traitement, des vaccins, des antibiotiques, des anticorps, et qui vont servir donc pour la thérapie cellulaire. Donc, ça permettra de diagnostiquer, de comprendre les causes des maladies. Donc, on pourra concilier entre l'étiologie et l'épidémiologie. C'est ce qui va entraîner donc une grande importance de la recherche et développement, puisque donc on va également tester les effets secondaires de ces médicaments et quelles sont donc leurs perturbations. Donc, on verra apparaître de plus en plus des industries pharmaceutiques qui vont donc jouer le rôle de ces recherche et développement. Donc, vous voyez un petit peu dans n'importe quelle bio-industrie, vous voyez un peu un service qui est recherche et développement qui va jouer le rôle donc de test pour ces médicaments. Et pour améliorer donc ces produits afin donc d'offrir plus de produits. Donc tout ça, ça a un impact économique, un impact sanitaire et les contraintes que ça va poser, c'est que ces médicaments doivent faire 3 preuves. L'épreuve de concept, l'épreuve d'essai de faisabilité et l'épreuve d'essai d'évaluation clinique. C'est ce que vous voyez un petit peu en ce qui concerne aujourd'hui les vaccins anti-Covid. Ils doivent faire 3 preuves pour passer donc à la vaccination de l'homme. Donc, nous avons donc de nouvelles entreprises qui vont opérer dans ce secteur, qui vont être innovantes, et le secteur pharmaceutique, il va faire le plus preuve d'innovation. Par exemple, actuellement, on a 15% de nouveaux médicaments émergent des biotechnologies. En 2010, 40% de nouveaux médicaments ont émergé. Et là, on est en 2021, donc je n'ai pas le chiffre, mais certainement ce chiffre, il a dû être doublé. Donc, les acquis dans le secteur de la pharmacopée, le public, il accepte beaucoup plus la transgenèse parce que les essais se font et vont se faire au laboratoire, donc c'est beaucoup plus restreint, c'est pas au niveau des champs. Donc, les MGM, elles sont en culture dans des réacteurs fermés, donc il y a beaucoup plus de sécurité. Les conditions de biosécurité sont meilleures
Et les cultures, c'est-à-dire les expériences au niveau des cultures en plein champ vont être abolies. Alors, nous avons donc, je vous ai donné ici quelques exemples de compagnies qui travaillent donc dans les biotechnologies et qui ont donc la plus forte, comment dirais-je, recette en recherche et développement, c'est en milliards d'euros. Donc, bien entendu, l'américain, elle est en première position. Donc, Pfizer, Ford Motor, Johnson Johnson, Microsoft. Ensuite, c'est l'Allemagne qui suivent, le Japon, etc. Donc, vous voyez un petit peu dans quel secteur ils vont opérer. Et le secteur pharmaceutique, il est en première position. Donc, quelques applications des gènes de résistance. Donc, nous avons par exemple les plantes génétiquement modifiées qui vont recevoir des gènes de résistance et qui vont devenir productrices de molécules thérapeutiques et de vaccins qui ne présentent aucun risque pour l'homme pour le moment. Donc, tout ça fait preuve donc de recherche pour voir la relation entre la production de ces substances et les risques encourus pour l'homme. Nous avons également des productions de produits sanguins, des produits plasmatiques qui vont jouer le rôle, donc l'équivalent de l'hémoglobine humaine ou de l'albumine humaine et qui vont permettre de guérir plusieurs traumatismes. Production de vaccins contre plusieurs gastro-entérites. C'est quelques exemples. Hein. Il faut toujours garder en mémoire que tout ce que vous êtes en train de voir maintenant, c'est quelques exemples, mais ça ne vous empêche pas d'aller donc, comment dirais-je, renforcer votre éventail de connaissances en ce qui concerne donc les biotechnologies. Alors, les biotechnologies blanches qui opèrent dans le secteur industriel, également, donc, ils vont avoir un impact sur l'environnement. Donc, on va voir apparaître donc de nouveaux matériaux innovants, donc des organismes génétiquement modifiés, qui sont donc l'équivalent de seconde ou troisième génération, très coûteux et difficile à mettre en application. C'est un vaste domaine dans les applications industrielles et surtout représente un marché potentiel en termes économiques, avec la mise au point de nouveaux procédés de recyclage innovants. Donc là, je cite les différents procédés qui sont utilisés dans le secteur industriel, par exemple l'exiviation biologique. Donc, on va permettre de lessiver pour la décharge toxique des eaux polluées, la désulfuration, la biofiltration, on va utiliser des agents biologiques pour filtrer, pour épurer l'eau et l'air. On va utiliser des biocatalyseurs pour enregistrer le degré de pollution. On va utiliser des agents biologiques pour recycler les eaux usées, extraire et purifier des produits miniers. Donc, vous voyez un petit peu l'impact au niveau de l'industrie. Au niveau donc de l'industrie papetière, la pulpation, la qualité donc du papier, le blanchiment et l'affinage du papier. Pour l'industrie du tannage, tout ce qui est donc élimination du poil, des graisses et l'amélioration de la qualité du cuir. La biorestauration, la décontamination d'un site, donc l'amélioration de la qualité nutritive des aliments aussi, l'amélioration du rendement des farines, donc industrie alimentaire. On peut également utiliser dans l'industrie du cosmétique, donc production de crèmes et à base de collagène par des agents biologiques. Dans l'industrie pharmaceutique également, apparition de nouveaux antibiotiques et innovation. Donc, un peu, l'industrie regroupe pratiquement tout, regroupe l'agroalimentaire, le pharmaceutique, donc pratiquement tous les secteurs. L'industrie des combustibles, apparition de nouveaux produits alternatifs au pétrole, et l'industrie de la recherche, donc beaucoup plus donc, de génie génétique et d'ADN recombinant pour voir apparaître de nouvelles souches et de nouveaux caractères. Donc là, quelques exemples. Vous avez ici donc biotechnologie blanche ou industrielle. Donc vous avez votre produit ou sous-produit, utilisation de micro-organismes par l'action de biocatalyse par des enzymes, par des fermentations, et vous avez donc de nouveaux produits qui vont apparaître, de nouveaux sucres, de nouveaux peptides, de nouvelles enzymes, tensioactifs, etc. Donc tout ça va être utilisé dans les biocarburants, dans les biomatériaux, dans les substances biochimiques. Par exemple, on va utiliser donc des filtres
des biocatalyseurs ou des comment on appelle ça, j'ai perdu le mot, attends, je vais le retrouver. Des biocatalyseurs, exactement. Donc, ils vont permettre de dépolluer l'air par la fixation du CO2. Donc, tout ça va entraîner donc une révolution prometteuse vers le futur et où il y a donc beaucoup de choses à rechercher et à découvrir. Donc, ces différentes biotechnologies vont avoir plusieurs applications au niveau des plantes. Par exemple, on va pouvoir améliorer donc la qualité des arbres par la biosynthèse. Donc, des gènes qui sont impliqués dans la biosynthèse de la lignine vont être transmis à des plantes qui vont donc permettre d'améliorer la qualité et la quantité de la lignine. Donc, ce qui va permettre de produire moins de lignine et ce qui va entraîner donc des papiers beaucoup plus blancs, beaucoup plus Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le problème est survenu maintenant ou depuis un moment? Réaction, s'il vous plaît. Juste maintenant. D'accord, maintenant c'est rétabli. Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Donc, on continue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Donc, je disais que ces biotechnologies vont permettre donc d'avoir de nouveaux produits qui vont donc faciliter la vie, mais qui vont également la rendre plus difficile parce qu'on ne connaît pas l'impact de ces produits qui sont donc déversés dans la nature. Quels sont les effets secondaires? Alors, par exemple, le colza transgène, il va produire des acides gras qui donnent des lubrifiants de la matière plastique biodégradable. C'est ce qui nous intéresse puisque le plastique n'est pas biodégradable et là, on aura des plastiques qui sont de nouvelles matières qui sont biodégradables. Nous avons également des plantes transgènes qui vont produire des pigments nouveaux qui donnent des cotons de différentes couleurs. Donc, ce qui fait la conséquence, c'est qu'on utilisera moins les teintures chimiques. Les teintures chimiques qui posent un problème au niveau de l'environnement puisqu'elles sont biodégradables et non recyclables. Donc, vous voyez un petit peu l'impact positif, mais ne jamais oublier les effets secondaires qui ne sont pas encore connus à 100%. Au niveau de l'environnement aussi, donc vous avez donc les biotechnologies jeunes qui s'appliquent donc au niveau du secteur environnement. Et là, vous avez donc différentes applications de gènes de résistance qui sont transmis aux plantes. Alors, par exemple, production d'herbicides au profil écotoxicologique favorable. Les plantes vont produire des matières actives rapidement biodégradables avec grande efficacité, non polluantes et une faible rémanence, c'est-à-dire une faible durée de vie dans l'environnement. Alors, je cite quelques exemples. Par exemple, en 1999, le coton Bacille thuringiensis devient résistant aux insecticides, ce qui a pour conséquence l'utilisation d'insecticides qui a diminué de 50 kg par hectare à 10 kg par hectare. Donc, on a réduit pratiquement de 38 kg par hectare l'utilisation d'insecticides. Pour l'érosion des sols qui pose un problème aux États-Unis, de 1996 à 2001, pratiquement 450 cultures transgènes ont diminué l'érosion de leur sol de 90%. Et donc, nous voyons apparaître le développement de cultures sans labour qui ne cesse d'augmenter. Donc, tout
tous ces transferts de gènes de résistance vont permettre donc un enrichissement, une extension du patrimoine végétal avec l'apparition de nouvelles plantes transgènes qui vont avoir une meilleure résistance au déficit hydrique avec une meilleure tolérance à la sécheresse. Et là, vous avez donc, ici, vous avez pratiquement 4% qui représentent au niveau agriculture, 55% au niveau donc des produits pharmaceutiques et 41% au niveau industriel. Donc voilà, vous allez donc voyez un petit peu donc l'impact au niveau donc des différents secteurs. Pour les biotechnologies marines, là aussi j'ai cité quelques exemples, mais les applications sont nombreuses. Alors vous avez donc par exemple les ressources maritimes peuvent avoir des usages dans la cosmétologie, des crèmes, la thalassothérapie, etc. Et les algues, on utilise beaucoup les algues dans les applications marines. Dans l'industrie agroalimentaire, donc on peut également enrichir par des compléments alimentaires, les engrais, etc. Dans le secteur de l'énergie, pour la création de biocarburants, dans la pharmacologie également. Alors par exemple, quelques exemples concrets, à partir des algues, on peut produire des dérivés alimentaires ou cosmétiques. Nous pouvons également, des principes actifs produits des huîtres ont un effet sur le ralentissement du vieillissement cutané, donc qui va servir en cosmétologie. On peut également fabriquer des biocarburants à partir des algues. Donc tout ceci en fait, vous sensibilise un petit peu à l'importance et au développement dans le futur de ces sciences, de ces biotechnologies. Donc voilà, on utilise les algues marines avec différentes pigmentations pour la production de nouveaux produits. Alors pour les techniques, donc les techniques, c'est les techniques de génétique que vous connaissez, donc la PCR qui a été inventée en 1986 par Kary Mullis, c'est pour produire plusieurs copies d'ADN et de décrypter ces morceaux d'ADN. Donc ça, c'est la première technique. La deuxième technique, donc Southern Blot, inventée en 1975 par Southern Edwin, détecter donc des séquences spécifiques de nucléotides dans un gène. Donc je ne rentre pas dans ça, mais rappelez-vous qu'il y a les deux techniques principales utilisées pour la transgenèse. Alors, je vais peut-être insister un peu plus sur les facteurs de développement et sur la réglementation pour qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Attends, je vais... voilà. Parce qu'elle gêne un peu. Alors, donc, le développement de ces sciences a permis également le progrès de la bioinformatique, la biochimie et l'informatique. Donc, nous avons de grandes bases de données qui sont le séquençage des protéines et du génome. Et donc, on va évoluer vers la modélisation. Donc, élaborer des modèles qui vont permettre d'interpréter et de connaître le rôle donc, de ces différents séquençages. Alors, bien entendu que là aussi, on a voit apparaître l'amélioration des conditions de recherche et de formation continue des chercheurs qui ne cessent d'augmenter vu donc les espoirs qu'on met sur ces techniques de biotechnologie et donc bien entendu qu'on va vraiment doper, on va enrichir les financements recherche et développement. Et malheureusement, on va se désintéresser pour les autres sciences. Des autres sciences qui ont leur importance également, l'histoire, les langues, la culture, la philosophie, toutes ces sciences-là ont leur importance. Aujourd'hui, on revient un peu vers l'intérêt vers ces sciences parce qu'on voit les effets négatifs de ces biotechnologies. On a vu également au niveau de la loi, de la législation, qu'il fallait légiférer de nouvelles lois, qu'il fallait faire des normes, qu'il fallait instruire une bioéthique pour que les gens travaillent de façon donc comment on appelle ça, un code déontologique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dérive. Et tout ça, ça a permis donc des solutions efficaces, trouver des solutions efficaces
fixer des seuils de pollution, fixer des seuils également des émissions des gaz à effet de serre. C'est ce que vous voyez un peu les congrès mondiaux pour la dépollution, pour tout ça, c'est grâce à l'évolution de ces biotechnologies. Nous avons également au niveau de la raréfaction, c'est-à-dire les ressources pétrolières qui deviennent rares et gazières, ils vont générer la recherche pour des alternatives génétiques, c'est-à-dire des biogaz, des énergies renouvelables, des alcools par des procédés de biotechnologie. Et nous avons des aides publiques et beaucoup de projets recherche et développement qui continuent à voir le jour dans tous les domaines. Donc, quelques exemples de projets dont je vous ai mis le nom des projets. Vous pouvez rentrer sur Internet et chercher, comprendre en quoi ça consiste. Donc, les projets Gabi, Génoplante, RINA, etc. Il y en a des milliers. J'ai choisi quelques exemples pour vous permettre un petit peu de voir un peu l'organisation d'une structure qui travaille sur un projet donc, de biotechnologie. Nous avons également l'apparition de centres de ressources biotechnologiques avec des infrastructures sécurisées, des biobanques certifiées qualifiées pour la recherche donc avancée et efficace. Donc tout ça, c'est des facteurs qui permettent le développement des biotechnologies. Alors, la réglementation. Pourquoi la réglementation doit suivre ces sciences? Pourquoi? Parce qu'on va manipuler des agents biologiques, on va travailler dans des conditions qui ne sont pas sécurisées, on va entraîner des risques pour les personnes qui travaillent dans ces conditions. Donc, il faut protéger ces personnes, ces travailleurs, et donc, il faut que la réglementation et que la loi évoluent en même temps que l'évolution de ces sciences. Malheureusement, la bioéthique et la législation, elles évoluent moins vite que les biotechnologies. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre les effets secondaires, il faut attendre que ça pose un problème pour que la loi intervienne. Donc, toujours, les biotechnologies sont avancées par rapport à la loi et par rapport à la réglementation. Donc, c'est face aux nouveaux risques des biotechnologies dans les pays industrialisés que la réglementation a dû évoluer pour mieux définir, hiérarchiser et comprendre certaines notions. Alors, quelles sont ces notions? Ces notions, il faut connaître les risques biologiques et biotechnologiques. C'est-à-dire, il faut travailler beaucoup plus sur l'agent biologique. Il faut travailler sur le vecteur biologique, c'est-à-dire comment dirais-je, le plasmide, le génome qui va entraîner donc la formation du produit désiré et la culture cellulaire. Donc, cette réglementation sera donc stipulée dans différents articles du contrat de travail et concernera donc, par exemple, pour l'étude du risque, l'évaluation sera biologique, physico-chimique, écotoxicologique. La prévention des risques, la gestion du risque, ils sont définis dans des articles du contrat de travail qui va différer, bien entendu, d'un pays à l'autre. Plus la technologie est développée, plus le contrat du travail sera plus développé puisqu'on verra beaucoup plus de problèmes que dans un pays qui utilise moins les biotechnologies. On ne verra pas ce genre de problème. Il faut également informer et former pour la sécurité et l'application des guides de bonnes pratiques. Donc, on va voir apparaître des guides de bonnes pratiques dans chaque secteur et les gens doivent se conformer à l'application de ces guides. On va également voir apparaître donc utilisation des équipements de protection individuelle, donc EPI, donc le port et l'utilisation obligatoire des équipements de protection. On va également apparaître dans des réglementations qui vont rechercher au niveau de la gestion des incidents, des accidents et des déchets. Donc, on va avoir apparition de plusieurs, de plusieurs lois qui vont protéger contre ces bio-industries qui vont déverser leurs déchets dans les rivières, dans les fleuves, et donc qui vont entraîner donc des dégâts au niveau de villages, au niveau de la santé humaine. Les conditions également de travail qui vont être améliorées par les employés et la prise en charge au niveau donc de la loi des risques encourus lors des manipulations. C'est-à-dire au niveau des articles de travail, on va imposer à l'employeur d'indemniser les employés dans le cas où ils encourent
des risques ou des accidents lors de la manipulation de ces agents biologiques. Voilà, donc nous terminons avec cette réglementation, donc, comme je disais, qui est lente par rapport au développement de la recherche et au développement de ces sciences. Pourquoi? Parce que la loi n'intervient que lorsque un problème se pose. Tant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Quand il y a un problème qui va se poser au niveau de la santé humaine, au niveau des employés, donc là, on fera appel donc à la justice et bien entendu, il va falloir donc faire de la jurisprudence, de la doctrine, élaborer de nouvelles lois qui vont protéger donc ces employés. Donc avec ceci, nous avons fini notre partie donc qui sera donc examinée pour cette première partie, qui sera examinée donc pour la première partie du deuxième semestre. Donc, vous serez examiné sur tout ce qu'on a vu ensemble avec les 2 TD. Le TD sur les techniques de stérilisation, les techniques d'ensemencement et le TD sur les techniques de numération. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage également.